J'ai le temps d'aller faire pipi avant qu'on commence. Ouais, c'est bon, t'as le temps. Non bah finalement je vais peut-être faire pipi dans une bouteille hein. Salut les ratus. Aujourd'hui on parle du quatrième album de Luke consacré aux X-Men, sorti pendant le quatrième trimestre 1984, et appelé Au Royaume de Ka-Zar. Oui, je sais, il plane une odeur de formol, car ça remonte à l'époque de Marie-France Kubada. Mais on est bien là pour se titiller la fibre nostalgique, non? Cet album, velu d'un fort beau gabarit, regroupe les Marvel Fanfare 1 à 4, sortis respectivement en Amérique en mars, mai, juillet et septembre 1982. L'esthète qui dort en vous, et c'est dégueulasse quand on y pense, ne pourra qu'apprécier la qualité hautement intrinsèque et dégueulasse de ces couvertures originales, qui ne donnent pas du tout envie d'investir, contrairement à la couverture de l'album Luguin, signé Christian Goussal. Regardez comme elle est belle. C'est plus beau que le sexe. Matez-moi ce Ka-Zar au pagne serré, lui évitant d'avoir les prunes qui pendent. Voyez cette musculature suave et humide, faisant fantasmer les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères, non? C'est pas vrai? Alors c'est quoi Marvel Fanfare, me demanderez-vous avec malice? Non. Et ben, je vais quand même vous le dire, mais ça sera après le générique. Allez, envoyez le bousin. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te le dis. Non, Abdel Ramdassi. Abdel Ramdassi. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Marvel Fanfare était une bande dessinée au format prestige, vendue dans son coffret en écrin velours garanti waterproof, réservé au marché direct qui se vendait 1,25$, alors que la plupart des bandes dessinées coûtaient 60 cents à l'époque. Ce qui est prodigieusement intéressant, me direz-vous, pour un peu que vous soyez con. À l'intérieur, il n'y avait pas d'annonce, à l'exception de celle de la maison Marvel, et en théorie, il s'agissait d'avoir sur le coup des créateurs vedettes fournissant de superbes histoires dans un format meilleur que la moyenne. Mais ça, c'est la théorie, mes petits farfadets, car dès les 2 premiers numéros, les lecteurs ont le droit à 2 histoires assez classiques et génériques avec Christopher Claremont et Michael Golden Shower. Pas de quoi démouler une terrine. Ah! En vérité, je vous l'ai dit, ces histoires auraient dû être des numéros pour Marvel Team Up. C'est en tout cas ce que nous dit goulûment Comic Journal numéro 50. Cette histoire devait apparaître dans Marvel Team Up à la fin 79, début 80, et d'après Foom numéro 22, Red Skull était le méchant qui était derrière tout ce trouble au début de l'écriture. Voyez la précision de mes recherches, alors abonnez-vous sans tarder. Le problème avec Fanfare, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas assez de créateurs vedettes pour l'animer, et rapidement Fanfare est devenu un lieu de dépôt, d'histoires d'inventaire ou de scripts dont on ne savait pas quoi faire. Cela a inévitablement conduit à des histoires génériques et difficiles à intégrer à la continuité de Marvel. Pourtant, les boss de Marvel avaient de l'ambition à l'époque. Au milieu de 1981, il avait été annoncé que Fanfare et les romans graphiques alterneraient, mais cette idée a été rapidement abandonnée. L'album de Lug commence par les Marvel Fanfare 1 et 2, datant de mars et mai 1982, écrit par Chris Claremont et dessiné par Michael Golden. L'ancienne petite amie de Carl Lycos, Tanya Anderson, qui comme les Grecs semble accro à Popol, contacte Angel et lui demande de l'accompagner dans un voyage pour trouver Sauron. Ah. Ouais, tu veux pas 1000 balles plutôt? Oui, carrément Sauron. Elle va retrouver un psychopathe qui peut te contrôler l'esprit et te déchiqueter la cuve à jus en 2 secondes. Angel pense qu'il est mort, ou du moins, il fait semblant de le penser étant donné que les X-Men ont déjà rencontré Lycos il n'y a pas si longtemps dans l'Uncanny X-Men 115 en novembre 1978, vu en France dans le Spécial Strange 20 en juin 1980. Mais peut-être qu'ils n'ont jamais eu le temps d'en parler à Angel. Admettons. Il y a pas mal de choses qu'on dit qui sont pas vraies. Tanya Anderson est capable de prouver qu'il est vivant et Angel accepte de l'aider. Le Daily Bugle envoie également Peter Parker pour couvrir l'expédition puisqu'il a déjà l'expérience dans la Terre sauvage. Voilà, on a un gros prétexte pour lancer Marvel Fanfare avec une pointure de la maison des idées. C'est putaclic mais efficace. En effet, Peter, qu'on connaît par cœur, a déjà visité la Terre sauvage dans Amazing Spider-Man 103 et 104. Que toi, oui toi, lecteur aigri qui n'a plus d'étoiles dans les yeux, toi qui arrive encore à te souvenir de la pub d'Oil of Olaz, dire si ta vie est triste ou nette, mais t'inquiète, moi je ne te juge pas, on ne king-shame pas sur cette chaîne. Et donc toi, l'aigri au relâchement cutané qui vit mal sa décrépitude, eh bien souviens-toi, tu as pu lire cette aventure péchue dans les Strange 95 et 96 en novembre et décembre 1977. Et bordel, regardez comme le Golden Shower ne sait pas dessiner les visages. Regardez-moi ces putains d'yeux tout ronds sortis tout droit d'un mauvais manga de la Japan Expo. Ça, c'est ton opinion personnelle. Alors rassurez-vous mesdames, messieurs, je ne dirai pas de mal sur Michael Golden. Même s'il n'est pas un artiste qui arrive à me faire grelotter de la couille, je sais que vous aimez tous cet artiste, et comme je n'ai pas envie de vous faire de la peine, je ne dirai rien sur ce que je pense de son style, et je vais vous servir la soupe que vous avez envie d'entendre. Nous sommes arrivés à une époque de censure où nous n'avons plus le droit d'exprimer sur les réseaux sociaux notre avis personnel sur les artistes et leur travail. Vous n'avez pas envie d'entendre
entendre mon argumentation et les gens n'ont plus envie d'être contrariés. Donc je vais dire que le travail de Golden est génial pour faire plaisir à la majorité d'entre eux. Je ne peux pas faire mieux, mes chers farfadets. Mais bien entendu, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Tu vois, tes gauches et les miens, ça s'arrête là, hein. Je vois pas pourquoi on en discuterait. Après tout, on est en démocratie, merde. L'équipe s'écrase bien évidemment en terre sauvage, ils sont attaqués par des mutants sauvages, et bizarrement personne ne s'étonne de voir Spider-Man en terre sauvage. Vous avez vu, j'ai réussi à placer 3 fois sauvage dans une phrase. En tout cas, ni Angel ni Tanya ne semblent le remarquer, ce bon vieux Spidey. Bref, ils sont tous capturés par les mutants, et Spidey et Angel sont mutés en une araignée géante et un oiseau géant. Tanya est retrouvée par Kazar, Zabu, Lycos et Tonga. Et bordel, regardez-moi ces jolis yeux ronds dessinés par Michael Golden. Vous avez vu comme c'est beau, et comment il sait dessiner les visages. Golden a toujours su sortir des canons classiques imposés par les instances kirbiennes et birmiennes pour transcender son art. C'est vraiment superbe. T'en fais trop là, mec. Bref, Kazar et sa clique d'hommes torse-poil se lancent dans une opération de sauvetage. Spider-Man est capable de reprendre le contrôle de son esprit et il n'est pas content de ce qui lui est arrivé. Angel, contrairement à Spider-Man, ne prend jamais le contrôle de son esprit lorsqu'il est sous forme d'oiseau. Pourquoi? Ça, on ne le saura jamais. Au final, Lycos absorbe goulûment l'énergie mutante de Spider-Man et d'Angel, ce qui les guérit, mais les transforme en Sauron. Encore. Et le vilain ptérodactyle stylé et swag, pour des commodités scénaristiques, décide de ne pas se battre tout de suite. Alors il s'envole, et c'est comme ça que se termine le second Marvel Fanfare, mais ça passe crème. Le saviez-vous? Je n'arrive plus à trouver la source, mais peut-être que vous pourrez m'aider à la retrouver au sujet d'une interview d'Al Milgrom qui disait qu'à la fin de 1980, il avait été annoncé que Marvel Fanfare publierait une grande histoire originale des X-Men datant des années 70, écrite par Line Vine et dessinée par Ross Andru. C'était la première partie d'un arc en 2 parties, dont la seconde partie justement serait réalisée par une nouvelle équipe. Mais il semblerait que la deuxième partie n'a jamais été commencée et la première partie n'a peut-être pas été ancrée. C'est en tout cas ce qu'affirmait Al Milgrom dans cette interview, et si vous avez des informations, je suis preneur. Pour en revenir à l'album de Lug, les lecteurs ne savaient pas à l'époque que le Marvel Fanfare 3 et 4, publiés ici, n'était pas la suite directe des 2 premiers numéros de l'album. Pourtant, tel que Lug avait agencé ses pages, on pouvait supposer que cela se produisait peu de temps après le Marvel Fanfare numéro 2, avec Angel n'ayant jamais quitté la Terre sauvage, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? En effet, entre le Marvel Fanfare numéro 2 et le Marvel Fanfare numéro 3, 16 épisodes de la série Kazar sont censés s'être passés. Le 3e numéro de Marvel Fanfare, sorti en juillet 1982, est écrit par Chris Claremont et dessiné par Dave Cockrum, tandis que le 4e Marvel Fanfare est dessiné par Paul Smith. Qui? Paul Smith, un dessinateur très aimé également par les geeks. Les X-Men rencontrent Angel, qui se trouve dans un avant-poste militaire à l'extérieur de la Terre sauvage. Il enquête sur des tremblements de terre anormaux, et Angel soupçonne Sauron d'être impliqué. Et c'est bien Sauron et les mutants, des 2 premiers Marvel Fanfare associés à la sorcière Zaladan, vus pour la première fois dans Uncanny X-Men 116, qui sont impliqués. Les X-Men entrent en Terre sauvage de façon subrogative, et découvrent que le village de Fall People a été détruit et ses dirigeants tués. Ils rencontrent bientôt les mutants, à qui ils pètent le stick sans problème. Mais bien vite, Sauron se montre et capture tout le monde, sauf Angel. Coucou. Il est retrouvé par Kazar, qui lui explique que sa meuf, pleine de boobs, la belle Shanna, a été faite prisonnière par Sauron avec les X-Men. Kazar et Angel organisent un sauvetage et sont capables de vaincre Sauron et les mutants. Ils retournent le décélérateur génétique de mutants sur eux-mêmes, les transformant en sauvages des marais, et Sauron est ramené à Xavier, qui est capable de trouver un remède pour Karl Lycos. Claremont a déclaré dans une interview que Karl Lycos était censé rester en tant que médecin interne des X-Men, mais cela ne s'est jamais produit. Lug, une fois de plus, n'y a pas été avec le dos de la cuillère en matière de censure. C'était la mode à l'époque. Ben je veux bien, mais c'est abusé. Les coups sont aseptisés en atténuant les couleurs vives, et le sang est souvent effacé, comme ici sur le visage de Kazar, ou transformé en substance incolore dans les lames de couteau, comme dans cette scène rendue fade par la modification lugienne. Même si je n'ai pas le droit de dire ce que je pense sur ces 4 histoires dans cette vidéo, vous l'avez déjà compris, car vous avez oublié d'être con, à l'époque j'ai été très décontenancé par ce récit. Abusé par la superbe couverture de Christian Goussal, le contenu en un seul mot de cet album m'a profondément déçu. C'est comme recevoir un beau cadeau enroulé dans du papier brillant et coloré, et qu'à l'intérieur tu ne trouves que le gros doigt de pied de François Asselineau. Ça fait un choc. Bien sûr, ça n'engage que moi, mais franchement, les dessins ne me plaisaient pas, et pour un gosse qui avait un argent de poche limité chaque mois, l'achat de cet album, au prix de 20 francs, m'était resté en travers de la gorge. Je n'aimais pas les dessins ni l'histoire, et c'est à cause de cet album que j'ai arrêté d'acheter les albums des X-Men. Au royaume de Kazar m'avait tellement écœuré que j'ai tiré définitivement un trait sur cette collection d'albums velus. Il faut dire qu'entre les yeux globuleux des personnages dessinés par le talentueux Golden, ou les visages disgracieux dessinés par l'incroyable Paul Smith, genre ce visage d'Angel, je n'étais pas très ravi d'avoir dépensé autant de thunes. 20 boules à l'époque, c'était trop cher. Aussi, je le répète, c'est vraiment l'album de trop qui m'a écœuré des albums X-Men. Et c'est sur ce goût amer dans la bouche que je vais rendre l'antenne à Cognac G. Je sais que vous avez tous aimé cet album, alors c'est inutile de me lapider dans les commentaires, je sais déjà ce que vous pensez, et je respecte vos goûts. Et si jamais quelqu'un me traite de sac à merde... Ah bah il a peut-être raison. Restez courtois, buvez de l'eau et gardez votre hargne pour tous ces vieux qui nous
nous détestent et qui votent en plus. Et toi, qui respectes mon avis, même si tu n'es pas d'accord, ne sois pas triste comme Lafont, car ma vie de merde reste palpitante et heureuse, même si je n'ai pas aimé cet album. J'ai trouvé depuis cette époque la consolation dans les ombres et l'obscurité de la nuit. J'espère que tu as la ref, bro. C'était Bob Zombie, le créatif désabusé, transmetteur de négativité. Vivez heureux en attendant la mort et relisez cet album merveilleux que vous aimez tous, car il est important de se faire plaisir. Paix et prospérité sur vous, citoyens. À bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Razak, Ça va pas. Mais c'est juste insupportable.